Madame, monsieur, bonsoir. Il est 19h, comme chaque soir. Première édition d'information de la soirée sur le Oula. Nous vous proposons à présent les principaux titres. 26 août, jour anniversaire de son Altesse Royale, la princesse Mariam, un événement heureux qui vient célébrer la noblesse des actions menées sans relâche par son Altesse Royale et mettre en relief son engagement fort et indéfectible en faveur de l'émancipation de la femme marocaine et l'épanouissement de l'enfant. Elle est l'une des destinations estivales les plus prisées du Maroc. La station balnéaire de Saïdia fait le plein en cette période de vacances. Le littoral parcouru de magnifiques plages de sable fin, un bonheur pour les amateurs de baignade. Connu particulièrement pour ses nombreuses salles de cinéma et un développement économique important, le site est une mémoire vivante de Tanger. Appelée à se restaurer, la place Théâtro est une facette du patrimoine culturel de la ville du Détroit que nous découvrirons en fin de journée. La jeunesse au centre des préoccupations de Sa Majesté le roi Mohamed VI dans le discours prononcé par le souverain à l'occasion du 65e anniversaire de la Révolution du roi et du peuple. Sa Majesté le roi a mis l'accent sur la nécessité de placer les attentes des jeunes au centre du nouveau modèle de développement. La semaine qui s'achève a été marquée également par une intense activité du souverain. Mais pour commencer, retour sur le discours royal, le rappelle Souad Nachat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala moulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Sa Majesté le roi a choisi de mettre la main sur l'origine du mal avant de détailler une feuille de route susceptible de repositionner l'insertion professionnelle des jeunes comme un chantier central du modèle de développement. Mais dans la conception royale, remédier au phénomène endémique du chômage qui frappe un pan entier de la jeunesse passe immanquablement par une révision en profondeur du système d'éducation et de formation. Plus précisément, il est grand temps de faire en sorte que les spécialités de la formation professionnelle puissent répondre aux véritables besoins du marché de l'emploi et qu'elles soient en phase avec les mutations qui se font jour. L'engagement royal en direction des générations montantes s'inscrit résolument dans une vision marquée du sceau de l'égalité et de l'équité, d'autant plus que chaque citoyen doit avoir accès aux mêmes opportunités, à un enseignement de qualité et un emploi digne. Ce sont là autant de conditions sine qua non pour mettre un terme à la fuite des cerveaux, ces diplômés des branches scientifiques et techniques qui choisissent d'émigrer parce qu'ils manquent d'un climat favorable à la vie active dans leur propre pays. Partant de ce diagnostic franc et précis, le souverain engage le gouvernement à une réflexion sérieuse sur les moyens de promouvoir un climat attractif, à même d'inciter les jeunes compétents à s'installer et travailler au Maroc. C'est justement la raison pour laquelle Sa Majesté le roi prône la mise en œuvre urgente d'une batterie de mesures avec en premier lieu une refonte des programmes d'appui à l'emploi des jeunes dans le cadre d'une stratégie rigoureusement définie. Revêtant une dimension globale et multisectorielle, la feuille de route royale tend avant tout à mieux outiller les jeunes. Priorité aux spécialités en phase avec les besoins des entreprises et du secteur public, orientation précoce et requalification des étudiants. Une grande attention doit en effet être accordée à l'étudiant, lui permettant le cas échéant de jouir de nouvelles opportunités pour faciliter son insertion socio-professionnelle. Le discours royal met un accent particulier sur le nécessaire appui aux initiatives d'auto-emploi et de création d'entreprises sociales. Sous cet angle, les administrations et les collectivités territoriales sont appelées à acquitter leur dû aux entreprises pour éviter les cas de faillite et les pertes d'emplois qui en découlent. Aussi ambitieuse soit-elle, cette réforme de l'intégration professionnelle de la jeunesse ne saurait aboutir sans la mise en place de mécanismes pour l'intégration d'une partie du secteur informel dans le secteur formel. Concernant la question de l'intégrité territoriale du royaume, le Maroc maintient en toute confiance et en toute responsabilité son adhésion à la dynamique lancée par le secrétaire général des Nations Unies en collaboration avec son envoyé personnel sur la question de l'intégrité territoriale du royaume, a affirmé Sa Majesté le roi. Cet engagement repose sur les mêmes fondamentaux que nous avons définis dans le dernier discours de la Marche verte. À ce propos, nous notons avec satisfaction qu'il y a de plus en plus de concordance entre ces principes et les positions internationales, a souligné le souverain. De ce fait, a relevé Sa Majesté le roi les résolutions adoptées récemment par le Conseil de sécurité et le sommet de l'Union africaine confirment sans équivoque la compétence exclusive des Nations Unies en matière de supervision du processus politique.
Sa Majesté le Roi a également nommé M. Mohamed Ben Chaboun, ministre de l'économie et des finances. Le souverain a bien voulu également donner son approbation à la proposition du chef du gouvernement portant sur la suppression du secrétariat d'État chargé de l'eau auprès du ministère de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau. Sa Majesté le Roi a également présidé un conseil des ministres. Au début des travaux de ce conseil, un exposé a été présenté sur les orientations générales de la politique de l'État dans le domaine de la déconcentration administrative. Dans ce cas, Sa Majesté le Roi a appelé à prendre les mesures nécessaires dans les plus brefs délais pour transférer un premier groupe de compétences et de moyens du centre vers les services déconcentrés et transcender les prétextes non justifiés de certaines administrations centrales à ce sujet. Le Conseil des ministres a également approuvé le projet de loi cadre relatif au système de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique. Le Conseil des ministres a également adopté un projet de loi relatif au service militaire. Sa Majesté le Roi a nommé plusieurs wali gouverneurs à l'administration centrale et territoriale, ainsi que plusieurs ambassadeurs. Le souverain a également nommé la directrice de l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail et le directeur de l'Autorité nationale de régulation de l'électricité. Enfin, Sa Majesté le Roi a approuvé 14 conventions internationales. Mercredi, Amir el-Mouminin, accompagné de son Altesse Royale, le prince héritier Moulay el-Hassan, de son Altesse Royale, le prince Moulay Rachid et de son Altesse, le prince Moulay Ismail, a accompli la prière de Eid al-Adha à la mosquée El Fes au Meshwar à Rabat. Après la prière, Amir el-Mouminin a été salué par les chefs des missions diplomatiques islamiques accréditées au Maroc. Sa Majesté le Roi a procédé par la suite au rituel de sacrifice, suivant cela la tradition du prophète Sidna Mohammed. Au Palais Royal, Sa Majesté le Roi a reçu les vœux de son Altesse Royale, le prince héritier Moulay el-Hassan, de son Altesse Royale, le prince Moulay Rachid et de son Altesse, le prince Moulay Ismail. Sa Majesté le Roi a également reçu les vœux de plusieurs hautes personnalités civiles et militaires. Vendredi, Sa Majesté le Roi a nommé au Palais Royal à Rabat 36 walis et gouverneurs au niveau de l'administration territoriale et de l'administration centrale, ainsi que le gouverneur directeur du fonds d'équipement communal et le gouverneur directeur de l'agence urbaine de Casablanca. Le souverain a également reçu plusieurs ambassadeurs étrangers venus présenter au souverain leur lettre de créance en tant qu'ambassadeurs plénipotentiaires et extraordinaires de leur pays dans le royaume. Anniversaire de son Altesse Royale, la princesse Lalla Mariam, ce dimanche 26 août. Cet événement heureux vient célébrer la noblesse des actions menées sans relâche par son Altesse Royale, la princesse Lalla Mariam, afin de veiller à la préservation des acquis de la femme, tout en défendant les intérêts de l'enfance au Maroc, particulièrement celles en situation difficile. Imen Blanc. Un combat sans relâche, doublé d'un engagement sans faille, mené de front par son Altesse Royale, la princesse Lalla Mariam, au service des causes humanitaires. En tête, l'émancipation de la femme et l'épanouissement de l'enfant. Le 26 août est un événement heureux pour célébrer la noblesse des actions menées par son Altesse Royale afin de veiller à la préservation des acquis de la femme, tout en défendant les intérêts de l'enfance au Maroc, particulièrement celles en situation difficile. Au cours de cette année, son Altesse Royale a ainsi présidé au centre de santé unité d'accouchement Zarqtoni Massira à Marrakech l'opération de vaccination des enfants et la cérémonie de présentation du bilan de 30 années d'action au service du droit de l'enfant à la vaccination. C'est dans cet esprit que son Altesse Royale, la princesse Lalla Mariam, a présidé en février dernier au Théâtre National Mohamed V à Rabat la cérémonie de clôture de la rencontre organisée sous le thème « Femmes et enfants en situation de précarité ». L'engagement immuable et continu de son Altesse Royale en faveur de la cause de la femme et celle de l'enfant ne s'arrête pas là.
Son Altesse Royale est également présidente du Parlement de l'enfant, de l'Association marocaine de soutien à l'UNICEF et de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger. Soucieuse du devenir de la femme marocaine, Son Altesse Royale la princesse Leila Meriem, présidente de l'Union nationale des femmes du Maroc, a présidé en mars dernier à Marrakech une cérémonie marquant la célébration de la Journée internationale de la femme. À cette occasion, Son Altesse Royale a été nommée ambassadeur de bonne volonté de l'Organisation de la coopération islamique afin d'agir dans des domaines aussi importants que l'autonomisation de la femme et la promotion des valeurs de la famille. En octobre 2017, Son Altesse Royale a représenté Sa Majesté le roi Mohammed VI aux travaux du Forum des dirigeants de la 39e session de la Conférence générale de l'UNESCO, tenue au siège de l'organisation à Paris. Son Altesse Royale, ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO, a également pris part en novembre 2017 à la cérémonie d'hommage rendue à Madame Irina Bokova, directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, au terme de son mandat à la tête de cette organisation. Et en décembre 2017, Son Altesse Royale, la princesse Leila Meriem, a présidé au Théâtre National Mohammed V à Rabat la cérémonie d'inauguration du bazar de bienfaisance du cercle diplomatique placé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Un parcours exceptionnel qui a valu à Son Altesse Royale la consécration de la presse nationale et internationale et la reconnaissance de nombreux responsables d'institutions agissant en faveur des droits des femmes et de l'enfant. Une consécration de son grand dynamisme et de son dévouement noble pour la cause sociale. Nous parlons météo à présent, temps chaud sur plusieurs provinces du royaume. Vous l'avez remarqué aujourd'hui, le thermomètre a atteint les 45 degrés dans certaines régions, 41-45 degrés sur Hamna, Tensift, les plaines de Tadla, l'intérieur du Rerb, le Saïs, l'est et le sud des provinces sahariennes. 35 à 41 degrés sur l'oriental, l'intérieur des provinces du sud et les versants sud-est, 25 à 30 degrés près des côtes atlantiques et sur les reliefs. Un temps chaud qui persistera jusqu'à mardi selon la direction de la météorologie nationale. Et par ces temps de forte chaleur sont prises d'assaut les plages et les stations balnéaires et elle est l'une des destinations estivales les plus prisées du Maroc. Il s'agit de la station balnéaire de Saïdia qui ne désemplit pas. Le littoral est parcouru d'ailleurs de magnifiques plages de sable fin. Un bonheur pour les amateurs de baignade. 14 kilomètres de plage qui invitent à la détente et qui attirent comme chaque année en cette période de forte chaleur et de vacances touristes nationaux et étrangers. Le reportage est signé Rachid Latabi, Imanablo. Noir de monde, la plage de Saïdia maintient ses atouts de charme. Des côtes à perte de vue, du sable fin, des eaux limpides sur 14 km et bien sûr une hospitalité légendaire, nous confirment les fidèles visiteurs de la Perle Bleue. Chaque année je viens ici, j'aime l'ambiance qui règne, les gens, le beau temps et les bons petits plats. Chaque année je viens, je trouve que c'est notre pays, fière d'être marocaine en tout cas. Et Saïdia c'est la plus belle plage, moi je trouve, à mon titre personnel, je trouve que Saïdia c'est la plus belle plage. La population locale est chaleureuse et entreprenante. La plage est propre. J'ai rencontré des vacanciers venus de partout, du Maroc et d'ailleurs. Il fait vraiment très beau. Ces dernières années, la ville a changé de visage. Elle a développé ses infrastructures d'accueil et son offre touristique. Une offre adaptée à la clientèle locale et étrangère qui en raffole. J'arrive de Taourirt, je suis en famille qui adore Saïdia. Je réside à Montpellier et là on se fait plaisir dans cette magnifique plage. Moi je viens de Taourirt. Oui, je viens de France et non de Béziers. Pourquoi tu es parce que j'aime bien, c'est près de chez moi au Maroc et à la plage il y a beaucoup de monde et c'est bien. Des vacances et du farniente au soleil, Saïdia se veut beaucoup plus qu'un simple lieu de villégiature. Y larguer les amarres, c'est profiter d'une pause faite de détente et de gourmandise dans cette référence réputée de la Méditerranée.
On passe à présent à l'actualité internationale. Donald Trump annule le voyage de son secrétaire d'État en Corée du Nord. La visite était prévue en début de semaine. Raison invoquée, le manque de progrès sur la dénucléarisation, imputée en partie à la Chine. C'est la première fois que le président américain manifeste sa frustration face à l'absence d'avancées concrètes en matière de désarmement nord-coréen depuis son sommet historique du 12 juin avec le dirigeant nord-coréen. La Chine a d'ailleurs fermement dénoncé les accusations du président américain qui a insisté sur le manque de coopération de Pékin sur ce dossier. Les 150 migrants qui se trouvaient à bord du Diciotti, le bateau des gardes-côtes italiens bloqué depuis 5 jours dans le port sicilien de Catalane, ont tous quitté le navire ce matin. Le ministre italien de l'Intérieur a déclaré que l'Albanie avait proposé d'accepter 20 migrants et l'Irlande 20 à 25, tandis que les autres seraient logés par l'Église catholique. Avant le dénouement de cette affaire, 13 migrants, 7 femmes et 6 hommes avaient reçu l'ordre de quitter le bateau après un bilan médical effectué hier à la mi-journée. Plus de 650 000 personnes ont atteint les côtes italiennes depuis 2014. Et puis en Inde, le bilan des inondations dévastatrices qui affectent l'État de Kerala, sud-ouest de l'Inde, s'est alourdi à 417 morts. Quelques 7000 maisons ont été détruites, tandis que 50 000 autres ont été partiellement endommagées à cause de ces inondations et des glissements de terrain. Un total de 846 000 personnes sans abri se sont réfugiées dans 3743 camps de secours selon les autorités locales. Et puis sachez que de nombreuses routes et près de 134 ponts ont été endommagés, isolant des districts entiers dans les zones de collines de Kerala qui sont les plus affectées. Et de Troyes, l'Etna, volcan toujours en activité en Sicile, est de nouveau entré en éruption pour la 3e fois en un mois, en 3 semaines plutôt. Des laves ont été crachées jusqu'à 200 mètres de hauteur. L'éruption spectaculaire concerne un nouveau cratère ouvert en février lors d'une précédente phase d'activité sur le versant sud-est de ce volcan qui culmine à plus de 3300 mètres. Cette nouvelle phase d'activité du plus haut volcan d'Europe ne devrait ni perturber le trafic aérien, ni poser de problème aux résidents alentours, dont les habitants de Catane, seconde ville de la Sicile. On revient chez nous et nous le disions en titre, elle a fait les beaux jours de la cité du Détroit à la première moitié du XXe siècle. La place Théâtro est une des facettes du patrimoine culturel de Tanger, connue particulièrement pour ses nombreuses salles de cinéma et un développement économique important. Le site est une mémoire vivante appelée à se restaurer. Reportage Anissa Aboumedi, Saïd Najih et Iman Ablou. Le cinéma Alcazar. À lui seul, son nom évoque la mémoire d'une place réputée et animée. Bab Teatro est le témoin d'une vie culturelle intense qui a marqué au tout début du siècle passé la présence coloniale espagnole, puis internationale à Tanger, à l'époque où la population de la ville ne dépassait guère les 120 000 habitants. Mais d'où cette place tient-elle son appellation? Le grand-père du cinéma, c'est le théâtre. Le grand-père du cinéma est le théâtre. Dans les années 40, les Espagnols qui résidaient dans cette place l'ont nommé Bab Teatro en référence à la floraison culturelle du site. Il constitue d'ailleurs une étape importante dans l'évolution du 7e art à Tanger, qui servait aussi d'espace d'apprentissage pour le public. Pendant longtemps, Bab Teatro fut le centre névralgique de la cité du Détroit. Les nationalités y prolifèrent et se côtoient. Une vie en communauté, une vie en communion. Dans une même rue, il y avait une mosquée appelée Benjeloun, juste à côté d'une synagogue. Aux prières du vendredi de la communauté musulmane se succédait le lendemain celle de la communauté juive. La place est aussi le symbole d'une effervescence économique dès l'aube du XXe siècle jusqu'à la période précoloniale, où des infrastructures modernes se développaient, tout comme le négoce et bien d'autres échanges. في الحقيقة هذه منطقة غنية بالموروث يعني الثقافي وكذلك الحضاري للمدينة.
On se trouve dans un site riche en patrimoine culturel et urbain par son architecture et les institutions qu'il abritait, comme les représentations diplomatiques dont le consulat allemand, le centre télégraphique, sans oublier qu'il s'agit du premier quartier approvisionné en électricité. Aujourd'hui, Bab Teatro perd manifestement de son aura. Beaucoup de ses repères tombent en désuétude, mais pas dans l'oubli, car la place a une mémoire vivante, portée par sa population et autres défenseurs d'une cité éblouissante, qui a nourri de tout temps l'imaginaire de tous les peuples de notre Mare Nostrum. On passe au sport à présent. La ville d'Agadir a accueilli la finale de la Coupe du Trône couplée à la première étape du championnat de discipline nautique sur la plage de la première station balnéaire nationale. Le coup d'envoi a été donné hier aux compétitions organisées à l'initiative de l'association marocaine de jet ski d'Agadir sous l'égide de la Fédération royale marocaine nautique. Une trentaine de pilotes représentant plusieurs clubs se sont affrontés en vitesse pour les 4 manches au programme. En catégorie runabout, rappelons que Ayoub Ben Ammar de l'association marocaine de jet ski de Rabat a remporté donc cette première place, suivie de Mounir Boutayeb du même club. La 3e place a été remportée par Mustafa Bousdouane. Et rappelons également que la capitale du Souss a été choisie pour abriter le siège de la fédération continentale de ce sport nouvellement créé. Et en fin de journal, pas loin d'Agadir, on prend la direction de la cité des Alizés, entièrement réaménagée. La corniche de la ville offre en cette période de vacances un espace investi par les visiteurs où se dégage une ambiance très relaxante, un lieu de balade par excellence. Je vous laisse regarder. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info sur l'Oula est à 21h. Une excellente soirée. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Iman Ablo. À bientôt.